Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'obsolescence programmée. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Mais d'abord, qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Eh bien, c'est assez complexe et il ne faut surtout pas se tromper sur la définition. Selon le dictionnaire, l'obsolescence programmée, c'est le fait d'inclure dans la conception d'un produit des composants qui s'arrêteraient de fonctionner d'une manière voulue et à une date précise, ou une volonté de ne pas accéder facilement à certaines réparations, certaines pièces qu'il faut changer. Mais du coup, cela pose une question. Est-il nécessaire et est-ce une bonne idée de créer des produits qui dureraient éternellement? Dans certains domaines, il est vrai, c'est tout à fait probable et c'est recommandé d'ailleurs, mais pour d'autres, et c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans cette vidéo, on va donc voir si l'obsolescence programmée c'est bien ou c'est pas bien. Je vais d'ailleurs vous donner quelques exemples qui se sont produits par le passé, et ensuite on fera une petite analyse de tout ça. En 1901, une entreprise crée une ampoule avec un filament le plus résistant du monde. L'une de ces ampoules fut installée dans une caserne de pompiers aux États-Unis, et depuis les années 1900, elle fonctionne toujours. Elle ne s'est jamais arrêtée, elle ne s'est jamais éteinte, et elle n'a pas cassé. Alors qu'à côté, dans le même établissement, 3 générations de caméras ont été remplacées. En 1940, le nylon fut inventé, et une entreprise a conçu des bas et des collants qui étaient tellement résistants qu'on pouvait y tracter 2 voitures ensemble comme avec une chaîne. Tout ça bien sûr, sans qu'ils se déchirent. Ces 2 entreprises et bien d'autres se sont donc aperçus que leurs produits étaient trop résistants. Et une fois que la grande majorité de la population les aurait achetés, plus personne ne les achèterait encore. Et donc la fabrication de ces produits cesserait petit à petit. Et peut-être que l'entreprise, si elle se renouvelle pas ou ne se convertirait pas, cesserait d'exister. En 1923, General Motors s'est aussi rendu compte d'un truc. Les mêmes voitures étaient produites tout le temps d'une année sur l'autre, avec les mêmes caractéristiques, et cela ne faisait pas de vente, ça les faisait même chuter. Ils ont donc de créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence esthétique. L'obsolescence esthétique, on la retrouve encore aujourd'hui, et surtout dans le monde de l'informatique et des smartphones. L'obsolescence esthétique, c'est le fait de sortir donc un produit similaire d'une année sur l'autre, avec très peu de changements à l'intérieur. On change principalement la couleur de l'objet, le design est revu modérément, mais honnêtement, sortir un produit toutes les années, ce n'est pas forcément nécessaire, car il n'y a pas forcément d'avancées technologiques majeures. Les entreprises font bien sûr ça pour eux, mais aussi pour leurs clients. Ces clients qui n'auraient pas changé leurs produits dans les 2, 3, 4, 5 ans qui précèdent leur dernier achat. Cela permet de vendre toujours plus de produits bien sûr, mais de montrer aussi que le produit se renouvelle et que l'entreprise ne s'endort pas sur ses lauriers, comme Intel par exemple. L'obsolescence esthétique par contre, elle n'est encadrée par aucune loi à ce jour, contrairement à l'obsolescence programmée, on y reviendra après. Mais aujourd'hui, il y a d'autres méthodes qui sont appliquées et surtout dans le monde de l'automobile. Des méthodes scandaleuses des fois, comme par exemple à l'époque de la Mégane 2, il était impossible de changer une ampoule du phare avant sans démonter le pare-choc. Cela a bien sûr fait couler beaucoup d'encre, car on ne peut imaginer concevoir une voiture sans changer les ampoules facilement. Surtout que la police elle peut nous demander de le faire si notre ampoule est cassée. Renault à l'époque a donc fait ça volontairement pour qu'on passe au garage pour pouvoir changer les ampoules et le facturer par la suite bien sûr. Une activité qui est encore pratiquée de nos jours, c'est lorsque vous achetez une voiture neuve, et de dire à ses clients de faire la vidange, son entretien, tous les ans. Une fois par an donc. Alors que les vidanges pour des modèles diesel en général sont donnés entre 20 et 30 000 km, selon les modèles et aussi selon les pays. Et oui, un jour je suis tombé sur le mode d'emploi de ma voiture, qui était donc en français, et il me disait de faire la révision tous les 20 000 km. Mais un autre jour, je suis tombé sur le même mode d'emploi sur internet, qui était destiné pour la Belgique, et là il disait de faire la vidange tous les 30 000 km. Pourquoi une différence de 10 km que l'on soit en France ou en Belgique, alors que c'est le même modèle de véhicule qui est vendu? Et puis, pourquoi tous les ans? Si votre voiture reste dans un garage pendant plus d'1 an, que vous la sortez très peu, ok, peut-être que les pneus vont être un petit peu fatigués de ne pas avoir roulé, mais l'huile de votre moteur et les différents filtres, eux, n'auront pas bougé, bien à l'abri dans la voiture et bien à l'abri dans le garage. Il n'est donc pas nécessaire de faire une vidange tous les ans, surtout si une voiture sort très peu, voire reste tout le temps dans le garage. Le but des marques de voitures derrière tout ça, c'est de faire en sorte que votre voiture neuve qui est sous garantie, pour 3, 4, 5, 6, 7 ans, voire 10 ans des fois, le reste pour de nombreuses années. Ils veulent à tout prix que vous évitiez de revenir pendant les années de garantie pour changer de grosses pièces, qui leur coûteraient cher.
Et donc, ils préfèrent que toutes les années, ils voient votre voiture, ils fassent une petite révision et de voir si elle fonctionne bien. Et comme ça, en vérifiant votre voiture, ils s'assurent donc que vous n'ayez pas de grosses pannes dans le futur et pendant les années de garantie. Et ça, c'est bien mieux pour leur porte-monnaie à eux en tout cas. Que doit-on tirer de tous ces exemples ? Il est bien sympa de dire par exemple qu'une entreprise comme Apple fait de l'obsolescence programmée avec ses iPhones, mais l'obsolescence programmée, comme je vous l'ai démontré, est appliquée dans une grande partie des entreprises dans le monde. Les voitures, les ampoules, les bas et les collants, l'informatique, j'en passe et des meilleurs. C'est une chose qui est donc étudiée dans les écoles de commerce, de design et d'ingénierie, de manière à concevoir des produits qui ne doivent pas durer éternellement dans le temps, mais l'obsolescence programmée, c'est une chose qui est encadrée par certaines lois et dans certains pays, de manière bien sûr à ne pas faire tout et n'importe quoi. Pas vrai, Wish? Aujourd'hui, si certaines entreprises ne feraient pas une certaine forme d'obsolescence programmée, il n'y aurait plus de travail pour beaucoup de monde, puisque les produits et les objets que nous fabriquons seraient trop résistants. Résultat, nous n'achèterions plus tous ces produits, et les usines de fabrication seraient donc obligées petit à petit de fermer. Il y a quand même des fois cependant des contre-exemples. On peut aussi dire que des marques comme Philips, avec leurs ampoules, fabriquent des produits chers, mais c'est une rare marque qui s'est engagée et qui fabrique des ampoules LED qui durent plus de 25 ans. Aujourd'hui donc dans le monde, il y a des entreprises qui prennent conscience de l'impact écologique et de tous les déchets qu'on peut produire à cause de l'obsolescence programmée. Ils conçoivent donc des produits qui sont faits pour durer, mais pas éternellement, mais plus longtemps qu'auparavant. Tout ça bien sûr dans un souci d'écologie et de réduire les déchets de notre planète. Ce que je trouve absurde du coup, c'est que l'obsolescence programmée génère énormément de déchets. Et que dans la conception des produits, jusqu'à présent du moins, c'est en train de changer, nous n'avons pas créé d'économie du recyclage. J'espère bien sûr que cela évoluera dans le futur si des lois sont proposées et appliquées. C'était donc un sujet qui me tenait à cœur, j'avais envie d'en parler, parce que souvent beaucoup de gens râlent sur l'obsolescence programmée, mais comprenez bien que ça marche partout et pas seulement que pour un fabricant, ça marche pour tout le monde. Alors quand c'est fait de manière intelligente, en général ça se voit pas trop et ça passe, et personne ne dit rien. Mais des fois, il y a des gros scandales, les gens s'aperçoivent de grosses choses, et là, c'est un peu plus dommage pour les marques. On peut bien sûr comprendre les deux intérêts, celui du consommateur et celui de l'entreprise, et donc l'un dans l'autre, il faut un système de balance et de faire en sorte que ça profite aux deux. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'obsolescence programmée dans les commentaires, je serais ravi d'avoir vos retours. Mettez un like si ça vous a plu et abonnez-vous à la chaîne bien sûr, parce que sinon vous allez louper pas mal de vidéos très sympas qu'on fait sur la chaîne. Il y en a énormément qui arrivent sur la chaîne, donc voilà, allez-y les yeux fermés. Moi je vous dis à très bientôt en tout cas, ciao. Attends, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.